que la thématique que nous allons aborder ce soir, c'est bel et bien politique et nous les jeunes. Et donc, pour discuter de cette thématique, parce que c'est une thématique qui est plus que d'actualité dans une société ivoirienne qui est à l'approche d'une échéance électorale majeure, à savoir la présidentielle d'octobre 2025, le 25 octobre plus exactement. Et donc, la question de la participation de la jeunesse, notamment, se pose énormément. Les jeunes sont-ils découragés des acteurs politiques que nous avons actuellement? Pourquoi les jeunes ne s'engagent-ils pas en politique? D'ailleurs, ça sera l'occasion de vérifier effectivement si les jeunes Ivoiriens ne sont pas engagés en politique. Et puis, bien évidemment, de proposer des solutions, non seulement pour une participation plus active de la jeunesse ivoirienne à la chose politique, mais aussi et surtout pour proposer des solutions qui permettraient à notre pays, la Côte d'Ivoire, d'aller à des élections apaisées, des élections inclusives, des élections qui permettraient donc, au sorti desquelles on aura un président élu qui va gouverner dans la tranquillité, dans la paix pour le développement de la nation. Alors, pour discuter justement de cette thématique, le docteur Arthur Banga est avec nous. Il est docteur en histoire des relations internationales de l'université Félix Houphouët-Boigny et en histoire militaire de l'école pratique des hautes études de la Sorbonne. Il est chercheur à l'IRSEM, il est aussi vacataire à l'Académie de Créteil, mais aussi c'est un analyste politique, comme vous le savez, qui est très engagé, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui touche du doigt les réalités et qui sait faire le débat. Et puis nous avons aussi Madame Laure Baflandon-Wailly. Déjà, soyez le bienvenu, docteur Arthur Banga, merci d'être avec nous. Nous avons aussi Madame Laure Baflandon-Wailly, qui est maire de la commune de Mayo. Mayo, alors pour ceux qui ne savent pas, Mayo, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa. Il faut parcourir, je crois, un peu plus de 300 kilomètres à partir d'Abidjan pour s'y rendre. J'y ai été 2 fois, une coquette localité, en tout cas que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à visiter et je vous souhaite aussi d'aller découvrir Mayo. Politique et nous les jeunes, se faire entendre, être pris au sérieux ou simplement laisser la politique aux politiciens. On va parler justement, pour commencer, de la désaffection politique. Alors, je commence par vous, Madame Donwayi. Pourquoi les jeunes se sentent-ils exclus ou déconnectés du système politique actuel, selon vous? Pour moi, en fait, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense pas que les jeunes soient découragés de la politique ou n'aiment pas la politique. Pour moi, quels sont les canaux qu'on met pour que les jeunes s'y intéressent? Parce que quand on parle de politique, on voit les partis. Mais on peut faire de la politique à travers des associations, à travers sa ville, à travers plusieurs causes. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est lié aux partis politiques. Pourquoi les jeunes ne s'y intéressent pas? Je pense, un, peut-être par la méconnaissance, où aller taper pour être dans les partis, ou bien, en fait, la politique n'attire pas les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, de façon générale, s'intéressent moins à la politique que par le passé. Et plusieurs raisons peuvent l'expliquer, hein, hein. Je pense que la première raison que je vois déjà, c'est la connaissance même de la politique, la connaissance des partis politiques, la connaissance des idéologies, c'est pas connu, hein, c'est pas connu par les jeunes. Et donc, déjà, ils ont ce premier problème de connaissance, de savoir. Le deuxième problème qu'on peut voir, c'est le problème je pense, le désintérêt. Le désintérêt parce que les structures politiques, les partis politiques et même les associations ne les intéressent pas ou n'arrivent pas à se faire intéresser par les jeunes. Les réponses, leurs attentes ne sont pas forcément prises en compte ou ne sentent pas l'importance d'un choix politique pour ces réponses-là. Le jeune, par exemple, qui espère travailler après ses études, ne comprend pas ou ne perçoit pas que c'est un parti politique au pouvoir dans l'opposition qui va lui faciliter cet accès au travail, par exemple. Le jeune qui se dit, moi, mon souci, c'est par exemple la santé, il ne verra pas de différence, surtout dans des pays où des partis politiques se sont succédés, ça n'arrive pas à faire la différence pour lui dans son esprit. Il y a aussi ce problème qui est important. La troisième chose, elle est assez liée, je pense, à notre pays. Je pense que nos espoirs, dans un premier temps, puis les conséquences négatives de l'élection de 2010, parce que n'oublions pas que c'est une élection qui a mobilisé à plus de 80% de taux de participation.
Donc, les jeunes d'aujourd'hui étaient soit des enfants à cette époque, ont une mémoire difficile, compliquée avec ce lien-là. Surtout que, enfin, je vais terminer dessus pour ne pas monopoliser la parole, surtout que les discours politiques aujourd'hui sont des discours qui sont encore marqués par cette période de crise. Je vais terminer avec un exemple concret sur cette question-là. J'ai mon petit frère qui est avec moi à la maison qui, dès l'année passée, veut s'inscrire à la RLE et tout ça. Il me dit même qu'il veut s'inscrire au village. Donc, je lui paie son transport, il va à Boisseau, il s'inscrit. Et je pense qu'il y avait une petite erreur, un truc comme ça, et on l'a rappelé. Je lui ai dit, écoute, attends la période de correction, là, voilà, pour retourner, vérifier que tout se passe bien. Et quand la période arrive, il ne me dit rien. Donc, je vais vers lui, je lui dis, mais écoute, ne retourne pas à Boisseau, vérifier ton nom. Il me répond carrément, mais si c'est pour entendre des discours que j'entends sur la guerre, sur la revanche et tout ça, moi, c'est pas la peine de faire de la politique, de m'inscrire. Je sais pas pourquoi je vais voter. Je sais pas pourquoi je vais m'intéresser à la politique. Donc, je pense que cet ensemble de raisons peut buer à expliquer ce désintérêt. Très bien. Merci beaucoup, docteur Banga. Merci à Madame Donwayi. Alors, dans le chat, il y a Jean-Marc qui a dit qu'il serait peut-être important de définir la notion de jeune déjà, mais je pense que peut-être qu'il fait allusion à la tranche d'âge et à qui est considéré comme jeune dans notre pays. Mais selon le ministère de la Jeunesse, en Côte d'Ivoire, les personnes qui ont entre 0 et 35 ans sont considérées comme jeunes et ces personnes-là représentent 77% quand même, il faut le dire, de la population ivoirienne. Et c'est d'ailleurs là tout l'intérêt même de ce webinaire, quand ceux qui représentent 77% de notre population ne s'intéressent pas à ce qui fait la société elle-même, il va sans dire qu'il y a problème. Aujourd'hui, à vous entendre, docteur Banga, on a envie de se dire, mais les jeunes finalement doivent créer leur propre espace. Peut-être qu'il faut qu'ils s'engagent en politique, créer peut-être leur parti politique s'il y a cette désaffection avouée et s'il y a cette méfiance aussi vis-à-vis du discours qu'on tient actuellement dans l'arène politique. Ben, je pense pas que la solution soit de créer des espaces, de créer des partis à eux. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre, à mon avis, entre espace et parti. Parce que oui, on peut avoir des espaces où jeunes, on se retrouve, on discute. Ça peut nous emmener à aller vers autre chose. Moi, je compare, pour faire très personnel, je le dis souvent à mon petit frère. Je lui dis, j'ai aimé la politique parce que j'étais dans un environnement, justement, où avec mes amis, on ne discutait que de la politique. Moi, j'ai fait mon université dans les années 2000, mais dès le lycée déjà, les débats qui étaient repris dans la société, l'ivoirité, l'éléphant d'Afrique, jusqu'à la guerre, c'est des débats que nous, on reprenait. Et ça, c'est déjà le premier signe d'intérêt. Je pense que si les jeunes ont des espaces, ça peut les emmener maintenant à introduire les partis politiques dans un premier temps. Deuxième chose pour eux, ce qui serait important, et je pense que Madame Donvaï, qui est femme politique, pourra mieux en parler, ce qui serait important, intéressant, c'est aussi que les partis politiques se transforment pour accueillir ces jeunes et pour leur donner de la place dans le système. Donc, je pense qu'en agissant à la fois sur des espaces à eux pour s'intéresser à la chose, et si aussi les hommes politiques, les partis politiques, les associations aussi, pas que les partis politiques, se transforment pour laisser plus de place à ces jeunes. Docteur Banga, j'ai bien envie d'entendre aussi Madame Laure Bafan-Donwayi sur cette même question. Est-ce que finalement, pour vous qui êtes élu, est-ce que vous créez les conditions de participation des jeunes à la cause politique? Pour moi, à mon avis, déjà, quand vous regardez à l'Assemblée nationale ou au Sénat, même dans les assemblées élues, déjà au Sénat, il faut avoir 40 ans pour pouvoir se faire élire. Donc déjà, la jeunesse, quand on dit qu'un jeune entre 18 et 35 ans, voilà, il ne rentre pas dans les critères pour se faire élire au Sénat. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas de critères d'âge, donc c'est ouvert. Mais aujourd'hui, moi, je pense aussi c'est culturel. Parce que la politique qui est faite, entre guillemets, en ville et en zone rurale, elle est différente. Moi, vous voyez, en tant qu'élu, j'ai été confrontée dans ma ville à plein de jeunes qui n'avaient pas de papier d'identité. Donc, pour pouvoir même, le premier obstacle, il est culturel. Est-ce qu'on a confiance aux jeunes par rapport, on dit souvent, ils n'ont pas d'expérience,
Or, on sait que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils arrivent à mobiliser pour des causes comme l'environnement ou autres. Mais pourquoi dans la politique, on ne fait pas la place à la jeunesse? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est par l'inexpérience? On ne veut pas apprendre, on ne veut pas faire du mentorat entre ceux qui y sont depuis longtemps? Parce que quand vous prenez la moyenne d'âge au Sénat et à l'Assemblée nationale, en moyenne, c'est 55 ans. Donc, ça veut dire que dans tout ce qui est assemblée élue, les jeunes ne sont pas représentés. Pourquoi? Est-ce que, comme vous dites, les jeunes sont découragés, ils se disent, de toute façon, on va aller dans les partis politiques, on ne va pas nous prendre au sérieux? Ou est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est parce que les partis politiques ne prennent pas en compte vraiment la jeunesse? Parce que moi, je dis, tout ce qu'on met en place en politique, c'est pour la jeunesse. Tout le monde dit la jeunesse, c'est pour l'avenir. Mais moi, je dis la jeunesse, c'est le présent. Donc, pourquoi pas les inclure automatiquement et voir s'ils font leur partie? Moi, je trouve que ce n'est pas la solution. Parce que pour que la politique, elle soit pour toute la population, les jeunes, les femmes. Vous avez vu que pour les femmes, on a pris un quota de 30%. On était aussi marginalisés par rapport aussi aux jeunes. Bon, on a pris en fait, des lois pour encourager en fait, le quota de femmes dans les assemblées élues. Mais est-ce que ces quotas ont apporté plus de femmes? Oui ou non? Parce qu'aujourd'hui, on a dit 30%, mais on n'atteint que 12% du quota. Donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que ce soit pour les jeunes ou pour les femmes? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est parce que dans notre culture, la jeunesse n'a pas d'expérience, donc on ne veut pas leur faire la place? Or, si on crée des politiques aujourd'hui, c'est pour les jeunes. L'éducation, la santé, on prend en compte les jeunes. Mais moi, j'ai vu qu'en zone rurale, les jeunes sont loin de la politique parce qu'il n'y a pas de plateforme organisée. On peut aussi aller dans les associations, mais à l'intérieur du pays, c'est plus difficile que dans les grandes communes, moi je dirais. Et que les jeunes doivent en fait aussi prendre leur place. Nous, les femmes, on ne nous a pas donné la place. On essaye de pousser les coudes pour se faire remarquer, pour qu'on puisse être là. Donc la jeunesse, elle fait partie en fait de la Côte d'Ivoire. Elle représente 77% de notre population. Donc, toutes les politiques qu'on mène, c'est pour les 77% de la population et le reste. Pourquoi aujourd'hui les jeunes se désintéressent? Moi, je vois en tant qu'élue, j'ai plus de facilité à mettre des programmes pour les femmes que pour les jeunes. Parce que dans ma commune, les jeunes ne restent pas après leur bac. Ils essayent d'aller voir ailleurs parce que je n'ai aucune structure pour les accueillir avant. Donc, tout ce qu'on fait pour la jeunesse dans notre commune, elle se perd une fois après le bac. Donc, quels sont les leviers qui doivent être mis en place pour que la jeunesse participe vraiment à la politique de notre pays? Très bien. Voilà une très, très belle question à laquelle, en tout cas, j'invite aussi les participants à proposer des réponses, des solutions, pourquoi pas, dans le chat, parce que cet espace de discussion devrait nous permettre, en tout cas, avant 22 heures, de repartir avec des pistes de solutions. Alors, docteur Banga, dans le chat, il y a Idrissa Karamoko qui dit que peut-être qu'il faudrait qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'une idéologie avant même que de s'engager en politique, parce que oui, on est habitué à voir des gens dans notre pays qui ne s'engagent que parce qu'ils sont admiratifs d'un leader sans connaître vraiment l'idéologie qui est accompagnée par ce leader-là. Docteur Banga, pour commencer. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de connaissance de la politique, du monde politique, des environnements politiques. Voilà, c'est important de le savoir. Après, c'est pas mauvais de rentrer en politique, d'aimer la politique par un leader, hein. Il y a toujours un déclic. Le déclic, ça peut être un leader, ça peut être une idéologie, ça peut être une cause, etc. Mais après, justement, quand tu rentres par un leader, faut pas t'arrêter à ce leader. Faut voir aussi son parcours, faut voir aussi ce en quoi il croit et répondre toi-même pour ton compte ce en quoi ce leader croit. Mais ça pose déjà la question même de la structuration des partis politiques et même de Parti. l'éducation politique de aujourd'hui, c'est vrai que je pense aussi qu'il y a quand même des instruments. Moi, je dirige la Fondation pour la démocratie. C'est un incubateur.
Je sais que l'Institut Amadou Gon Coulibaly qui fait des choses, il y a la Fondation Mhm. Friedrich Ebert qui fait des choses. Il y a Ouais. plein d'outils à côté pour essayer d'emmener ces jeunes à la politique. Mais ça doit se faire accompagner aussi par l'environnement immédiat. C'est-à-dire, qu'est-ce que les partis politiques font? Est-ce que les partis politiques, par exemple, vont coopter des jeunes bon, on peut pas le faire peut-être dans les lycées, dans les universités, dans les grandes écoles pour leur donner des places? Est-ce que ils structurent, ils organisent ces jeunes-là pour qu'ils partent au-delà de placer des chaises et des bâches ou de faire des tracts pour qu'ils participent à la décision? Et donc, il y a cet ensemble, il faut vraiment créer un environnement social qui va permettre à ces jeunes-là de comprendre et de connaître la politique. C'est le rôle de la société, c'est le rôle des partis politiques, c'est aussi le rôle des écoles, des universités. Mhm. Est-ce qu'il ne faut pas, en amont, former les jeunes aux idéologies politiques, la question de la connaissance telle qu'évoquée par Dr Banga, avant même que de leur donner l'envie de s'engager en politique? Parce que la politique, c'est bien évidemment de défendre des causes plutôt que de défendre des personnes. Oui, mais je pense que ce que Arthur a dit, c'est essentiel. Former les jeunes, on peut, comme il a dit, on peut suivre un leader, on peut connaître comme nous. Moi, je viens du parti du RSGP, c'est un parti libéral. Pourquoi on s'engage dans un parti? Est-ce que c'est par rapport à sa philosophie ou parce que ça va apporter quelque chose à ma région ou je vais participer au développement de mon pays? C'est en fait ces jeunes qui veulent rentrer en politique. Je rentre pourquoi? Parce pour aider mon prochain, pour développer mon pays, parce que j'ai des idéologies que je veux faire passer, parce que je me retrouve dans ce parti-là aussi. C'est tout ça, en fait, que on doit prendre en compte. Maintenant, dire que les partis doivent former les jeunes, c'est essentiel, parce que dans tout parti, on a le réseau des jeunes, le réseau des femmes. On doit les former. Mais maintenant, est-ce que les formations aujourd'hui pour les jeunes, c'est développé. Bon, moi, je sais que dans mon parti, on forme les jeunes, comme il a dit, à l'université. Il y a plusieurs plateformes où les jeunes peuvent être formés. Mais moi, aujourd'hui, je ne sens pas vraiment les jeunes dans la politique. Je veux dire, il faut pas attendre qu'on te donne ta place, il faut la prendre. Il faut aller à l'information, il faut se former. Déjà, il faut avoir envie de se former. Un jeune, c'est pas comme il a dit, aller ramasser les chaises, faire les meetings, coller des affiches, répondre pour des causes. C'est aussi faire passer ses convictions. Comment le jeune d'Aboisseau ou le jeune de Soubré, le jeune d'un quartier de Marcory, peut-être ils n'ont pas les mêmes sensibilités, mais ils sont jeunes, oui, mais qu'est-ce qu'ils apportent à la nation? Parce que moi, j'ai remarqué que, en tout cas, moi, dans ma commune, la plupart des jeunes que je rencontre ou que je vois, la plupart, peut-être je vais peut-être caricaturer, on vient me voir pour que j'organise des tournois de foot, on vient me voir pour que j'organise plein de choses, mais à aucun moment j'ai pu débattre avec des jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, pourquoi ils vont euh, 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 participer à la construction de la commune. C'est très rare en fait. C'est plus dans le sport qu'on voit plus de jeunes que dans les débats politiques. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? La plupart même ne connaissent même pas leur région, économiquement, socialement et tout. Donc, il y a beaucoup de lacunes aussi. Et puis, nous aussi, peut-être que les politiques, il faut on aille aussi pêcher les jeunes pour qu'ils viennent aussi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Peut-être que c'est à vous aussi de créer ce cadre-là de discussion Voilà, avec la c'est jeunesse. ça. Ouais, c'est ça. C'est ce pont entre générations, en fait, qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut des mentorats? Est-ce qu'il faut déjà commencer dans les écoles, en enseignant le civisme et après, en fait, à l'université? Moi, je vois dans l'école de mon fils, on fait découvrir les métiers des parents. On vient un samedi dans le mois pour parler de ce qu'on fait. Et tout ça participe, au fait, à l'élévation de la jeunesse aussi. Très bien. Docteur Banga, quel est votre avis justement sur cette question de mentorat? Est-ce que les jeunes sont assez accompagnés selon vous pour comprendre ce que c'est que la politique, pour maîtriser S'il te plaît, réellement les idéologies? moi, je pense à deux choses. Il y a d'abord l'environnement dans lequel on vit qui est très important. Moi, j'ai pas Mhm. eu de mentor en politique. J'ai jamais eu
un élu. La première fois que j'ai croisé un élu, je pense que j'étais déjà, je sais pas, mais j'étais dans un environnement qui favorisait les débats politiques. Quand nous, on arrivait en fac, on attendait toujours une minute où on allait discuter. On marchait pour aller faire des meetings. Moi, je me retrouvais à l'amphi, où il y avait plus de 300 400 étudiants avec mes amis Anissé et Conso, on le faisait. Je pense que parce qu'on était dans un environnement où le débat politique était quasiment dans notre quotidien, que ce soit dans des agoras, que ce soit dans des grains, que ce soit partout, il y avait ça. Et donc, créer aussi cet environnement général où un jeune peut se dire, si je vais dans tel point, je peux entendre un débat politique. Comme aujourd'hui, ils sont connectés sur Internet, on peut entendre un débat politique. Je pense que la société aussi doit jouer dans ce sens-là. C'est pour ça que les initiatives comme celle-là sont intéressantes. Il faut que dans les quartiers, on ait des endroits où on va entendre, on va discuter politique, on va le faire. Les jeunes, il faut les attirer. C'est fondamental de pouvoir les attirer. Ça, la politique, les assos, on peut pas dire à un jeune, on ne peut pas se dire parce que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, on ne fait rien. En ce moment, c'est notre nation qui perd. C'est notre nation qui perd. Donc, les partis politiques doivent se structurer. Est-ce qu'aujourd'hui, un étudiant qui est à l'université a déjà vu un petit stand, une petite invitation à venir à une causerie politique avec un homme politique? Est-ce qu'il sait même l'offre politique des partis politiques? Il faut qu'il le fasse. Et il faut aussi que les associations comme Polaris, comme les fondations, créent cet environnement-là. Troisième chose assez importante, c'est l'outil numérique. Aujourd'hui, les jeunes sont capables, et c'est pour ça que moi j'aime bien les forums, et moi, vous allez voir sur mes réseaux sociaux, je descends pour discuter avec les gens. Certains de mes gars disent, mais parle et puis va-t'en. J'ai dit non, mais il faut aussi débattre avec eux parce que c'est tout ça qui va créer l'envie de la politique. Et dernier point, les médias. Alassane, tu as NCI, tu vois l'impact du NCI 360 dans la culture politique des gens. Il faut qu'on mette la culture politique au contact des jeunes et ça suppose que les partis politiques doivent se structurer, doivent eux-mêmes aller vers les jeunes. Les élus doivent attirer au maximum les jeunes parce que si c'est cet environnement-là qui va faire ça, parce que si nos jeunes ne sont pas intéressés à la politique, s'ils ne comprennent pas la politique, c'est un handicap pour notre pays parce que ce sont ces hommes-là qui décideront demain pour lui. Contribution de Cheikh Traoré. Moi, je suis un jeune Ivoirien, juriste en fin de formation. En fait, la politique, pour moi, il n'y a pas un désintérêt réellement de la jeunesse à la politique. Le réel problème, c'est un désamour. C'est un désamour des hommes politiques, de la parole politique. Parce que la parole politique, c'est une parole publique. Quand on entend certains acteurs, certains chefs de parti tenir des discours qui vraiment qui donnent pas envie, des discours guerriers, des discours en fait, qui nous éloignent en fait de la chose publique, ça donne pas envie. Ça donne pas envie aux jeunes de se donner à la chose. Donc, les jeunes sont plutôt attirés par des bad buzz parce qu'au moins là-bas, ils savent que leur vie ne sera pas en danger. Ils n'auront pas de problème de sécurité là-bas. Donc, c'est triste. C'est triste à dire, mais le constat, il est fait. Le constat, il est fait quand on discute entre nous, les jeunes. Quand tu commences à parler de politique, on dit, mais attention, si tu prends telle position, tu risques d'être blacklisté, tu n'as pas encore fini peut-être tes études, si tu prends telle position. Donc, en fait, c'est ce qui fait peur, en fait, à la jeunesse. Sinon, on voit que toutes les questions politiques, les jeunes s'imprègnent de ces questions politiques. Chaque jour, moi, j'ai des débats avec des gens, mais mes débats se limitent que en, en privé, parce que déjà, il y a la famille qui va te dire, ben, fais attention, à ne pas prendre des positions qui vont, voilà, qui vont te mettre en difficulté peut-être plus tard. Et c'est ce qui freine en fait la jeunesse. Sinon, on sait tous que la politique, c'est tout simplement la gestion de la chose publique. Donc, aucun citoyen consciencieux, soucieux, ne désirait pas en fait, en fait se porter sur la question de sa cité, de ce qui l'intéresse. Parce que, comme on le dit, si tu ne fais pas la politique va te faire. J'aimerais rebondir en même temps avec Madame Laure Bafland-Dongoyi. Est-ce que vous entendez, pour vous qui êtes membre de parti politique et pas n'importe lequel, est-ce que vous entendez ce discours de cette frange de la jeunesse ivoirienne qui se dit être intimidée par une culture de la peur?
Ouais, je trouve ça dommage en fait de se censurer parce que bon, les discours politiques, la politique n'est pas tendre en fait, ce qui veut dire en fait. Donc nous, en tant que leader et tout, on devrait être mesuré et peut-être être formé aussi en fait pour attirer la jeunesse. Je trouve ça dommage en fait que ce jeune dise que on ne peut pas débattre de peur qu'il nous arrive quelque chose ou qu'on soit censuré et tout. Je trouve ça bon, ça veut dire que la politique, est fermée, si on veut voir, en fait. Et comme il dit, dans notre culture, le droit d'aînesse, c'est vrai, c'est un plafond de verre à percer parce que quand on va à l'extérieur, on se rend compte que, moi, je suis au Québec et je me rends compte que le plus jeune sénateur, il a 22 ans et la plus jeune députée au Québec a 23 ans. Donc, ça veut dire, en fait, que dans d'autres pays, la jeunesse a la parole, mais pourquoi nous, ça bloque? Est-ce que les partis politiques doivent trouver une manière de communiquer différente avec la jeunesse? Est-ce que on doit se faire former? Parce que c'est pas aisé de pouvoir discuter avec la jeunesse. Moi, le sentiment que je voudrais savoir pour les jeunes, est-ce qu'ils, par rapport à leurs élus locaux, est-ce qu'une fois ils ont pu discuter avec? Est-ce qu'ils participent dans leur, bon, on est issus d'une commune, est-ce qu'ils vont dans les conseils municipaux? Est-ce qu'ils ont l'information pour déjà, parce que ça commence là, la politique, m'informer de tout ce qui se passe dans ma ville et de pouvoir en fait même discuter au conseil municipal, donner notre avis. Est-ce que les différents jeunes qui sont sur aujourd'hui cette plateforme ont déjà fait cette première démarche d'aller rencontrer leurs élus dans leur zone? Et moi, je déplore ce qu'il a dit sur, bon, on sait que la politique n'est pas tendre, que les mots sont importants et j'espère que on pourra corriger tout ça, quoi. Parce Non, mais, que ouais. on est au service de la population. N'oublions pas que nous, les élus, on est là pour développer une action locale. C'est vraiment la proximité entre les élus et la population, en fait. Très bien. Alors, moi, je pense qu'on va être très, très factuel par rapport justement aux questions que Madame Donwayi a posées tout à l'heure, parce que nous, les jeunes Ivoiriens surtout, on aime accuser, alors que souvent de fois, on ne pose même pas d'action pour revendiquer justement notre place et faire entendre notre voix. Aujourd'hui, clairement, la culture de la peur, elle existe, docteur Banga. Comment est-ce que les jeunes doivent s'y défaire? Vous, par exemple, L'envie, aucun parent n'a envie de perdre son enfant. Donc, tant que la politique donne un visage violent, je pense que tous les parents vont essayer de déconseiller la politique aux gens. Moi, si je vais écouter mes parents, peut-être que j'allais arrêter la télé. Ils ont raison. Donc, il ne faut pas négliger cet environnement. C'est pour ça qu'on doit tous agir pour avoir un environnement plus sain, plus calme et plus serein. Maintenant, après, je pense qu'on est quand même dans un pays où, moi, je l'expérimente tous les jours, où la violence verbale, la violence des réseaux sociaux est différente de la Mm. réalité, heureusement d'ailleurs. Je pense que je me souviens, il y a des gens, je me rappelle un gars, un jour, un gars qui me montre son commentaire, il dit, c'est moi qui t'ai insulté ce jour-là, hein, et il est content. Je salue d'abord ma tata Laure Baflan. Je suis un petit de Mayo. Je vous salue. Et ce que je veux dire, c'est que, vous savez, la politique, au jour d'aujourd'hui, c'est que même que le droit d'aînesse est même appliqué aux idées des jeunes. Et c'est ça qui pose problème. Parce qu'on a l'impression qu'un jeune ne peut pas partager son idée. Et c'est ce qui fait que les jeunes deviennent automatiquement, comme on dit, ils se bloquent mentalement face à la politique. Parce que ce n'est pas seulement une impression. Moi, quand je suis rentré de l'Italie et tout, mais aujourd'hui, je produis la liqueur de chocolat made in Côte d'Ivoire, qu'on appelle Coco Elixir. Et ça a été des investissements, des recherches et consorts. Mais à chaque fois, tu te rends compte que quand on rencontre des élus ou bien même des chefs de partis politiques, etc., tu te rends compte que toute idée que tu envoies, c'est comme si c'est écouté, mais ça passe. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte. Parce qu'on se dit que lui, il vient de commencer, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Alors que là, nous les jeunes, on se dit, bon, écoutez,
ce monde aujourd'hui, c'est un monde 4.0 où, qu'est-ce que je peux dire et tout, on se confronte souvent à des jeunes, même comme nous en Europe, mais qui ont moins de qualité que nous. Tout à l'heure, Matata disait qu'il y avait des députés de 22 ans, de 23 ans et tout. Mais oui, c'est vrai, parce que ceux-là, leurs idées sont prises en compte. Nous, notre problème, c'est que nos idées ne sont pas prises en compte. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Les jeunes se disent, je vais parler, je vais donner mes idées, je ne serai pas écouté. Et puisque je ne suis pas écouté, donc où on m'écoute, c'est où il y a la distraction. Donc automatiquement, je me rue à la distraction. Donc, je pense que c'est un peu ça, cette perception. Parce que moi, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, franchement, je le dis, il y a des jeunes très intelligents. Mais ils ont toujours ce réflexe-là de se dire, je ne serai jamais écouté. Merci Charles Blé. Alors, Madame Donwayi, face à ce cri de cœur de Charles, votre neveu, qu'est-ce que vous avez à dire? La jeunesse, niveau entrepreneuriat, économie, politique et tout. Mais je pense qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes. Et puis la relation entre les élus, la population, les jeunes. Je vais rencontrer une anecdote. Je croise des jeunes quand j'étais à la COP 26 ou 27, je ne me rappelle plus, des jeunes ivoiriens qui sont venus, qui travaillent dans l'environnement et tout. Et ils me disent, ah, Madame Dovaï, quand on rentre à Abidjan, on aimerait bien vous croiser. Parce que on veut sensibiliser les élus dans l'environnement, essayer de travailler dans les écoles et tout. Mais 80% des lettres qu'ils ont écrites en fait, au maire, personne n'a répondu. Et c'est des jeunes Ivoiriens qui sont primés à l'extérieur, mais à l'intérieur, peut-être que, bon, quand on dit un jeune, est-ce qu'il y a des stéréotypes pour dire que, bon, la jeunesse, on le voit, comme il disait tout à l'heure, dans l'amusement, dans les trucs pas sérieux. Or, on sait qu'aujourd'hui, dans l'IA, dans plein de domaines technologie, la Côte d'Ivoire a des jeunes qui sont reconnus à l'extérieur, mais à l'intérieur, même en politique, on ne les prend pas au sérieux. Est-ce que c'est parce que les jeunes sont versatiles? Est-ce que c'est parce que aussi les jeunes ne sont pas maîtrisables aussi, en fait, entre guillemets, ça veut dire qu'ils ont leur manière de penser, leur manière de faire. On ne peut pas les contenir, on ne peut pas leur donner une philosophie s'ils ne rentrent pas dedans. Je ne sais pas, en fait. Donc, je pense que on doit repenser comment on s'adresse aux jeunes, la politique qu'on fait. Moi, j'ai l'impression de dire que la politique qui est mise en place pour la jeunesse, c'est pour plaire aux parents. Parce que celui qui décide à qui on va en fait encadrer, s'il n'est pas sur la table des discussions, on le fait contre lui. Donc la jeunesse doit prendre sa place en fait. Mais ce qui m'étonne aussi, on a un parlement des jeunes qui a été mis en place, il y a des commissions et tout, mais moi, j'ai cherché sur Internet, et je me demande en fait, quelle est la contribution de toutes le parlement de jeunesse, tous les présidents de jeunes qui sont élus dans les communes et tout, ils font des contributions. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des statistiques pour savoir les propositions de jeunes par rapport à la politique du gouvernement, qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui a été mis en place et tout. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de statistiques. Je ne peux pas parler parce que je ne connais pas forcément tout ce qui est jeunesse, mais ça serait intéressant d'avoir aussi, en fait, des stats pour savoir où on en est. La politique de la jeunesse aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 5 ans, ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on fait et tout. Parce que, par exemple, moi, dans la région de la Nawa, vous voyez, à part la terminale, il n'y a pas de lycée professionnel, il n'y a pas d'université. Donc aussi, tous ces jeunes, on a presque 2 millions d'habitants, donc très jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on leur promet demain aussi? C'est des questions qu'en tant qu'élu, on se pose, au fait. On n'a pas forcément tout pour faire tout avancer. Mais moi, je m'inquiète de savoir, bon, tous les jeunes, j'ai 77% de ma population qui a moins de 18 ans. Les investissements qu'on fait, si j'ai pas d'école, si en fait ils n'ont pas de cadre où on peut échanger, demain en fait, je n'arrive pas à les contenir dans la commune puisque je n'ai aucune offre en fait à leur donner. C'est cela. Et donc, des projets de développement, c'est toujours les bienvenus. Merci beaucoup, Madame Donwayi. Alors, docteur Banga, de retour. Ouais, je disais que dès ces résultats, ma mère, la seule chose qu'elle a eu à faire, c'est de m'enfermer dans la maison.
parce qu'elle savait très bien que la passion et tout ça pourrait m'emmener à sortir, j'étais à Yop en plus, à discuter, à truc. Pour dire quoi? Pour dire que cet environnement-là, il impacte les parents et les familles. Aucune famille ne veut perdre son enfant. Donc, si l'environnement politique, à la fois par les discours, par les actes, tout ça ne tend pas à l'apaisement, ne tend pas à la créativité, aucun parent, aucun entourage ne va encourager son jeune à faire de la politique. Alors que la politique, à la base, c'est la chose la plus noble. Quelqu'un qui décide de faire de la politique, c'est quelqu'un qui décide de vivre pour sa communauté, d'améliorer la vie de sa communauté. Donc, normalement, on devait encourager tout le monde à le faire. Mais si on ne crée pas cet environnement-là, si c'est un environnement de détresse, de chaos, de menaces, naturellement, ça aura un impact. Et donc, les familles aujourd'hui sont très réticentes, surtout celles qui ont vécu la guerre, qui ont vu des gens mourir, qui ont vu des gens en exil, qui ont vu des gens ruinés, ne vont pas t'encourager, ne vont encourager personne à faire de la politique. Je suis Ibrahim Khalid Diaby, politologue en sécurité internationale, gestion des conflits et paix. Moi, je crois qu'il y a lieu de reconsidérer notre contexte de socialisation politique. Parce que on aime bien le dire, on n'a pas choisi de naître dans un pays où notre socialisation politique a rimé avec des coups d'État, avec la chosification de la loi fondamentale, avec la rébellion, avec, je peux dire, le décalage entre l'offre politique et l'action qui sous-tend en quelque sorte idéologiquement l'action des différents partis politiques. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, vous voyez, quand tu nais dans une telle, je peux dire, dans un tel environnement politique, c'est un peu difficile parce que l'offre ne peut pas vous intéresser en tant que jeune. Mais au-delà de ça, il y a lieu de souligner une question liée aussi à l'analphabétisme politique. Mais pourquoi, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les jeunes qui ont vu le jour dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, mais tout ce qui est politique, là, ça ne les intéresse pas. Ça ne peut pas être de manière superficielle lié forcément à la violence. Mais quel background en termes de culture on donne à ces jeunes-là? Mais il eût fallu que j'aille jusqu'en Sciences Po et faire peut-être 2 ans ou bien 3 ans pour avoir certaines informations. Je ne sais pas si c'est un mythe ou bien c'est une manière peut-être de protéger quelque chose qu'on n'aimerait pas partager. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on perd à former les jeunes, à connaître vraiment un peu notre contexte sociopolitique pour ne pas qu'on puisse revenir dans ces mêmes problèmes dans l'avenir. Moi, je vous donne l'exemple. J'étais à Daloa lors des élections municipales et je devais représenter mon quartier. On avait un rendez-vous avec des acteurs politiques. Le rendez-vous était fixé aux environs de 19 h. Mais c'est aux environs de 23 h. On reçoit l'information. Toute la population, des personnes âgées, tout le monde était là. Le ministre ne sera pas là. Donc, désolé, il y a un représentant qui doit venir nous entretenir. Alors, je demande au représentant, monsieur le représentant, est-ce que je peux avoir votre projet de société? Et qu'est-ce qu'il m'offre? Qu'est-ce qu'il va m'offrir? Mais c'est deux sachets, mais je peux dire 2 sacs de tricot qu'il m'envoie. Alors que je ne suis pas, c'est pas ça le problème. Quelle est votre offre politique? Donc aujourd'hui, il y a lieu de réfléchir. On a nos professeurs, on a plusieurs acteurs aujourd'hui au niveau de la société civile. Mais est-ce que la société civile ivoirienne aussi n'a pas sa part de responsabilité dedans en tant qu'acteur non étatique? Donc autant de questions que nous on soulève, mais on aimerait que on puisse réfléchir à ça. Peut-être ça peut être un colloque, ça peut être, je ne sais pas, un symposium, mais voir quelle est la racine de ce désintérêt-là. Merci beaucoup, Ibrahim Khalid Diaby. Bon, plus tard, après le webinaire, vous nous direz ce que vous avez fait des 2 Des t-shirts. Très bien. Alors, dans le chat aussi, il est dit, Madame Donwayi, qu'on ne peut pas parler de cette question de participation effective des jeunes dans la politique sans évoquer la décentralisation. Et donc, les élus locaux ont été directement indexés par Traoré dans le chat. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que la décentralisation aura forcément un impact sur la participation effective des jeunes dans la politique en Côte d'Ivoire?
Je pense que oui, aujourd'hui, le taux de décentralisation en Côte d'Ivoire est à 3 ou 4%. Donc, ça veut dire que toutes les prérogatives pour les élus locaux ne sont pas encore faites effectives. Et on remet en question la décentralisation en Côte d'Ivoire pour savoir en fait quand les élus locaux vont avoir les leviers, les coups des franches pour le développement local. Puisque aujourd'hui, nous avons la jeunesse, les femmes, les jeunes, l'environnement, la santé, tout ça font partie de programmes des élus locaux. Mais comment faire pour y arriver? Il y a beaucoup de blocages aussi, en fait, dans la décentralisation et on essaye de pousser pour que ça soit effective, en fait. Très bien. Alors, docteur Banga, est-ce que c'est vrai ce constat que tout le monde est en train de faire depuis un moment, ou bien ce n'est qu'une impression que ceux et celles qui le disent ont? Est-ce que depuis la rébellion, la survenue de la crise post-électorale de 2010, les jeunes Ivoiriens qui sont nés dans cette période-là ont définitivement tourné le dos à la politique? Est-ce que c'est vrai? Et si oui, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant, dans l'urgence, pour les reconnecter à la chose politique, parce que 77% quand même de la population ivoirienne, c'est cette frange de la jeunesse. Non, le désintérêt des jeunes pour la politique, il est documenté. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, il y a une belle enquête. Il y a eu 2 enquêtes dessus sur les jeunes en Afrique. Je vais essayer de retrouver là, si je retrouve, vous envoyer le lien. On est dans cet environnement-là. Où je pense que les causeries politiques, même si ce n'étaient pas des gens encartés, il y avait la question politique, les débats qui se faisaient entre mon père et ses amis qui venaient à la maison et tout. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui m'a apporté. Après, si tu es dans un environnement où on pleure des morts, où à chaque fois qu'on dit politique, c'est tu vas voir, Joe, c'est plus mon problème, ça va rien de nous apporter et tout ça. L'homme est le fruit de son environnement. Or, de plus en plus, j'explique que l'élection de 2010, elle a cassé quelque chose. Elle a cassé quelque chose quand on regarde l'espérance qu'elle a suscitée, quand on regarde le taux de participation et les conséquences, ça a cassé quelque chose. Voilà. Et donc, ce truc a pesé. Et deuxième chose, pendant longtemps, quand on parle d'élections, c'est jusqu'à tout récemment qu'on a eu des élections où tous les grands partis politiques ont participé. Donc, quand il y a une partie importante qui ne participe pas, déjà, elle décourage les autres. Et ensuite, celui-même qui est en action ne voit même pas d'intérêt, en fait, à se faire. Donc, ils sont nés dans cet environnement-là. Ajoute à cela les résultats politiques, en fait. Il y a beaucoup de Mm. jeunes qui estiment que les politiciens, les hommes politiques, les programmes politiques qu'on met en place n'apportent pas la réponse à leurs attentes. Est-ce qu'un jeune Mm. aujourd'hui qui cherche du travail se dit j'aurai du travail parce qu'il y a une politique gouvernementale qui est faite? Est-ce que le jeune se dit j'aurai du travail parce que ma mairie, mon conseil régional, etc., fait des choses pour que j'ai du travail? C'est ça la question. Donc, à la fois l'environnement, mais aussi l'impression que les hommes politiques ou les politiques mises en place ne répondent pas à leurs besoins, hein, font que ça peut s'expliquer en partie. Corriger ça revient déjà à changer l'environnement. Je pense qu'il change progressivement cet environnement-là, hein. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est que justement, les hommes politiques aujourd'hui doivent comprendre que ils doivent tenir leurs engagements, ils doivent montrer aux populations qu'ils apportent des solutions à leurs problèmes et ils doivent tenir un discours de solution. Et regardez aujourd'hui le discours, on est en période de pré-campagne, mais regardez le discours. Ce n'est pas un discours qui va encourager un jeune. Un discours, on parle de 6 qui va devenir 9. On parle du chaos. On parle inspirez-vous des jeunes burkinabés. Bon, on parle de gardiens qui deviennent propriétaires. Hein? Depuis près d'un an, on a eu un seul bon débat politique, c'est celui du DH, où il y a eu l'accusation de l'opposition et le gouvernement qui a attendu les derniers chiffres pour apporter une réponse. En ce moment, ça peut intéresser un jeune de savoir que, ah oui, il y a un truc, mais si vous venez dire le gardien devient le propriétaire, comment ça va intéresser un jeune? Lui n'a pas envie d'être gardien, n'a pas envie d'être propriétaire. Très bien. J'avoue que pour moi-même, qui suis journaliste et qui suis acteur des médias, je trouvais quand même je dirais pas assez bas, mais assez faible le niveau de discussion sur la politique depuis un certain moment. Et puis, heureusement qu'avec l'IDH, on est remonté. On a eu une très, très belle discussion ces dernières semaines sur l'IDH, avec bien évidemment votre contribution également. Je suis Jocelyne Jacquet, présidente de l'ONG Solidaire Inter, aussi coach à Polaris Côte d'Ivoire et membre du cadre de collaboration de Indigo Côte d'Ivoire. Très bien. Vraiment, la politique fait mal à la tête.
pour nous les jeunes. Et je remercie Madame Donvaï d'être ici présente parce que dans le cercle politique, il n'y a pas assez de femmes. Moi, je voudrais tout d'abord lui demander quelles sont les actions qu'elle a posées pour que les jeunes femmes soient aussi animées comme elle en politique. Et surtout, quelle garantie peut-on donner aux jeunes pour que les jeunes puissent s'exprimer réellement en politique? Moi, j'ai un constat. La stigmatisation des jeunes en politique est tellement récurrente. Quand tu parles un peu, on dit, toi, tu fais la politique. Tu dis que ceci, tu fais la politique. Tu suis tel parti. Ça fait que beaucoup se méfient. Et surtout, moi, je sors d'un village tristement célèbre qui a connu la crise post-électorale. Donc, parler de politique en cette région-là, ça fait comme si tu te ralliais à un parti politique ou bien le fait de se rallier à un parti politique, ça fait comme si c'est une trahison. Donc, moi, je demande, beaucoup de politiciens viennent, il y a beaucoup de groupes de jeunes politiques qui viennent me voir pour que j'intervienne, mais j'ai peur. Je ne sais pas comment je serai vue. J'ai beaucoup peur. Donc, je voudrais vraiment, avec les expériences de Madame Donvaï, si elle peut vraiment coopter beaucoup de jeunes filles, leur faire un partage d'expérience pour qu'on puisse s'armer et accompagner nos jeunes garçons, nos jeunes frères, aussi nos tontons, pour qu'on soit mieux entendus. Ce sont deux questions très pertinentes auxquelles nos deux panélistes vont intervenir. Mais d'abord, Madame Donvaï, puisqu'elle a été directement indexée par vous. Et moi, j'ajouterais même la NAWAS, ça n'a pas été traditionnellement un parti, pardon, une région adoptée par le RHDP, pour ne pas citer le parti. Mais comment est-ce que vous avez fait pour mettre dans la culture des populations une adhésion à un parti libéral comme le RHDP? Pour les femmes, comment on a fait pour que les gens adhèrent? Je pense que c'est beaucoup la politique de développement local. Une fois que j'ai été élue maire, je représente un parti la nuit, je veux dire quand la mairie elle est fermée, mais je travaille avec tout le monde. Qu'est-ce que aujourd'hui, moi je veux que mon territoire soit compétitif et que les jeunes puissent pouvoir avoir accès à un logement, qu'ils aient une formation, qu'ils vivent au fait dans la commune. Donc c'est intégrer, faire une politique inclusive. Maintenant, mon parti politique, il est propre à moi. C'est pas parce que je viens du RHDP que les idées que je donne, au fait, sont plus mauvaises que quelqu'un du PDCI ou du FPI ou du PPACI. Dans mon conseil municipal, même avant, j'ai tous les partis qui sont représentés, or c'est RHDP. Je veux dire, il y a la société civile, il y a on est là on est au service de la population. On est là pour faire un développement. Le gouvernement met en place une politique, les élus locaux, on ne fait que le traduire en projet. Donc, c'est de prendre aussi toutes les spécificités qui se trouvent dans une commune pour pouvoir en fait avoir un développement inclusif. Si on ne prend qu'une seule partie, parce que quand tu es du FPI ou tu es du PPACI, ben, je ne travaille pas avec toi, je trouve dommage parce qu'avant tout, on est tous ivoiriens. C'est une nation qu'on est en train de former. Notre pays est jeune, on a eu, en fait, on a eu des problèmes. C'est pas pour dire que de ces problèmes, on doit créer l'Ivoirien, entre guillemets, nouveau, celui qui a envie de bâtir une Côte d'Ivoire unie. Aujourd'hui, on a du mal parce que on n'a pas confiance entre nous, les politiques. Je veux dire que si moi je dis quelque chose qui n'est pas forcément en corrélation avec mon parti, peut-être on va me faire taper sur les doigts. On va dire, ah, tu n'aurais pas dû dire ça. Mais avant d'être dans un parti, je suis une personne humaine. J'ai des attentes, j'ai des coups de gueule, comme on dit. Il y a des trucs qui ne me sied pas, je peux le partager. C'est pas pour ça que ça m'enlève à moi, au fait, le développement de ma commune ou bien je suis moins qu'une autre. Mais je pense que les politiques, on a aussi éloigné les jeunes ou les femmes parce que partager des opinions, c'est prendre parti. Non, partager des opinions, c'est aussi accepter que l'autre y pense différemment. Mais le but, c'est quoi? C'est de développer notre pays. Donc, si moi, dans mon conseil, j'ai des personnes qui sont du PPACI, qui ont de bonnes idées, pourquoi ne pas les écouter?
Pourquoi, en fait, je vais te mettre à côté parce que tu n'es pas de mon parti? Je pense aussi que la politique, on doit aussi changer. Je trouve qu'on est un peu sclérosé. Tout, c'est les partis. Mais au-delà des partis, c'est des hommes. Il faut peut-être encourager nos jeunes frères, les jeunes, à vouloir s'engager en politique parce que le discours aussi doit changer. Maintenant, moi, comment j'ai fait pour être acceptée? Comme je suis, comme je parle avec vous ce soir, je parle avec le cœur. Si, en fait, je ne conviens pas ou je ne rentre pas dans un stéréotype, mais l'essentiel que je fasse mon travail. Ma commune a été reconnue comme meilleure gestionnaire, mais c'est parce que on s'est mis ensemble et nous, à Mayo, on veut que Mayo ressemble à Cocody, qui ressemble à Grand Bassam, que les jeunes qui naissent à Mayo, je veux avoir des couveuses chez moi, je veux une université. C'est pas parce que j'habite une commune reculée que c'est pas que les jeunes de ma commune ou les femmes auront moins de droits. Aujourd'hui, dans ma commune, je me bats pour avoir une banque parce que sans banque, il n'y a pas de développement économique. Euh, c'est des trucs au quotidien. Les femmes, on tient 49% des femmes représentent la population de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas les intégrer? C'est comme des jeunes. Mais moi, je me pose une question. Je me dis, bon, sur la liste électorale, est-ce que vous savez que les jeunes de 18 à 24 ans représentent 8% de la liste électorale? Donc, ceux qui veulent rentrer en politique, on a un pays jeune, 70% de la population a entre 18 et 35 ans. Mais pourquoi il n'y a que 8% de la jeunesse qui est inscrite sur les listes électorales? Si on doit décider ensemble, si on doit faire avancer les jeunes, qui vote? On peut avoir des débats sur telle ou telle personne, mais au finish, c'est le développement de notre pays. Donc, ceux qui votent, euh, si la jeunesse ne représente que 8% sur 21 listes électorales, ils vont décider de quoi? Rien du tout. C'est aussi son devoir citoyen. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, pas plus s'inscrire, les jeunes même ne s'inscrivent pas, en fait, au quotidien et attendent quand il y a une RLE. Bon, peut-être que ça va changer, mais je veux dire que les jeunes doivent aussi prendre leur destin en main. Parce que moi, je vois dans ma commune, il n'y a pas beaucoup de jeunes, en fait. Même pour élire un président communal, c'est la croix et la bannière. Donc, il faut véritablement que les jeunes eux-mêmes prennent le taureau par les cornes. Il faut qu'ils s'intéressent. On ne va pas tout le temps accuser. Moi, j'entends bien ce que nos amis disent ce soir. Je suis jeune comme eux, je n'ai que 27 ans. Mais je constate aussi que nous-mêmes, chers amis, je suis désolé de le dire, on ne s'intéresse pas, on ne vient pas aux affaires pour tenter de changer les choses. À notre petit niveau, on peut faire même de la sensibilisation dans nos différents quartiers, même dans la famille. La question de la régionalisation. On a entendu tout à l'heure Jocelyne Jacquet le dire. Chez elle, aujourd'hui, si elle s'engage avec un tel parti, c'est qu'elle est devenue une traite aux yeux de ses parents. Qu'est-ce qu'il faut réellement, pour vous qui êtes analyste politique, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer, pour changer les choses? Non, mais c'est des choses qui vont changer avec le temps parce que notre histoire politique est aussi liée à ça, malheureusement. Mais c'est des choses qui vont changer progressivement. Justement, quand des gens vont assumer en partie, comme elle, je l'encourage d'ailleurs à le faire, à dire oui, je suis comme tu l'as expliqué toi-même, je suis ici, mais je ne partage pas forcément votre parti politique parce que ça ne va pas être ça la règle. C'est les premiers qui vont essayer de casser cette règle-là qui vont permettre de la dépasser. Et puis l'éducation, la formation, qu'on va continuer d'éduquer les gens, former les gens, leur expliquer que la politique ne doit pas être décidée par ci ou par ça. Ça, c'est des choses qui vont nous permettre de pouvoir évoluer. Laure Bafla Donwayi, qui est de savoir comment est-ce qu'elle travaille au quotidien, justement, pour implémenter toutes ces idées dont elle parle. Merci. Je suis le plus souvent possible dans ma commune. Je travaille, je fais une semaine à Abidjan parce que j'ai un métier. Je suis gérante de société, donc je travaille et puis chaque une semaine, chaque 2 semaines, je vais passer une semaine, 15 jours à Mayo et je reviens. Voilà qui est clair, voilà qui est bien dit. On va prendre Bez Zoumana Koulibaly. Voilà, ça fait 1 heure qu'il a la main levée. Moi, ma question se focalisait sur les jeunes migrants à la diaspora, en fait. Nous avons remarqué que nous, jeunes à la diaspora, lorsque nous utilisons les médias sociaux pour prendre les informations, très souvent, c'est basé sur
des informations qui ne sont pas vérifiées et les partageons et ça devient, comment on dit ça, des polémiques et après on découvre encore. En fait, c'est difficile pour nous, les jeunes et à la diaspora, pour avoir des informations et en même temps utiliser ces informations. Merci beaucoup, Soumana. En tant que journaliste et ayant donc une notion sur le fact-checking, je me permets en même temps de répondre à la première partie de la question sur la fake news et en même temps de faire une petite sensibilisation. Alors, hier, par exemple, on a vu une information sortie de nulle part qui annonçait la mort de notre chef d'état-major général. Mais une telle publication abondamment relayée, alors qu'on n'a même pas pris la peine de vérifier pour la plupart des gens qui ont relayé l'exactitude de l'information. Si on vous annonce que le SEMA est décédé, je touche du bois, et qu'on cite dans le papier, dans l'article, on citait nommément Abidjan.net et Coassi.com. Mais c'est tellement facile pour vous d'aller sur Abidjan.net, qui est disponible sur Google, d'aller sur Coassi, qui est aussi sur Google, de vérifier si Coassi ou Abidjan.net a annoncé la nouvelle. Si vous ne trouvez pas ça sur Google, mais allez sur la page Facebook d'Abidjan.net. Allez-y voir si Abidjan.net vous donne l'information de savoir que une telle nouvelle serait tombée aujourd'hui dans la presse locale. Si vous ne voyez toujours pas là, essayez de voir parmi les médias les plus crédibles de la Côte d'Ivoire. Il faut vous donner des médias crédibles qui seraient source d'informations pour vous. On a les principales chaînes de télé, on a des médias en ligne. Aujourd'hui, tous les médias, qu'il s'agisse de la radio, de la télévision, de la presse papier, qu'on appelle la presse écrite, ils sont tous aujourd'hui sur le digital, sur les réseaux sociaux. Donc, abonnez-vous à ces médias-là et puis relayez les informations qui sont données via ces médias. Ce serait par extraordinaire que la RTI, NCI, la FTV, Radio Côte d'Ivoire et j'en passe annonceraient une telle info alors qu'elle n'est pas vérifiée. Je dis bien par extraordinaire, ça relève même de l'impossibilité. Donc, faites beaucoup attention pour vous qui êtes de la diaspora. On a effectivement constaté dans toutes les formations sur le fact-checking auxquelles nous avons participé que les fake news sont en général fabriquées depuis la diaspora et sont relayées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la loi sur la communication audiovisuelle et la presse en Côte d'Ivoire a pris, à travers un décret adopté l'année dernière par le ministère de la Communication, a pris justement des initiatives pour assainir l'utilisation du digital en Côte d'Ivoire, justement sur ça. Et je pense que très, très bientôt, peut-être que ça va relever de la compétence de la juridiction. Les personnes qui vont relayer de telles informations pourraient être poursuivies. Donc, faites très attention sur ça. Docteur Banga, je vous donne la parole pour la réponse à Bess Zoumana Koulibaly. Zoumana, mais c'est dommage qu'on se parle aujourd'hui parce que il y a 2 semaines, j'étais en France. J'ai eu près de 2, 3 conférences avec des associations de jeunes de la diaspora où on est revenu sur toutes ces questions-là. Et naturellement, oui, les diasporas sont très importantes pour le pays. Je pense que tous dans notre parcours, que ce soit moi, que ce soit Laure, on a été à un moment donné dans notre parcours des gens de la diaspora. Et c'est très important qu'on a des gens de la diaspora qui ne sont pas coupés du pays parce que, vous savez, un pays, il rayonne par ses diasporas. Elles permettent d'abord à ce pays de rayonner à l'extérieur. Parce que tout ce que vous faites à l'extérieur, que vous le vouliez ou pas, comme vous êtes ivoirien, on met ça au compte de la Côte d'Ivoire. Votre environnement, on le met au compte de la Côte d'Ivoire, que ce soit que vous le vouliez ou pas. Et deuxième chose, aujourd'hui, surtout dans la relation nord-sud, les diasporas doivent être importantes à la fois pour contribuer au développement économique, pour contribuer à l'assise sociale de notre pays. Aujourd'hui, comme l'a expliqué Alassane tout à l'heure, s'informer sur son pays, ce n'est pas si compliqué. Déjà, avec tous les bouquets qu'on a là, on a toutes les chaînes ivoiriennes. Moi, tout le temps que j'ai passé en France, je regardais plus la RTI que les chaînes françaises parce que c'était accessible. Donc, il y a déjà ça. Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a aussi beaucoup de façons d'avoir. Et puis, il y a des associations de diaspora. Moi, je vous conseille vivement de vous rapprocher vers des associations. Des associations comme Iroko, par exemple, comme le Régi Plus, qui sont des associations de jeunes dans les diasporas qui essaient de fédérer des jeunes Ivoiriens, voire Africains. Rapprochez-vous des services d'ambassade. Ils vont vous recommander ces associations-là qui vont permettre justement d'avoir un cadre d'échange sur les questions nationales. Moi, là,
c'était un moment très important, les 3 ou 4 années que j'ai passées en France, parce que tous les samedis, je me retrouvais avec des amis. On avait surnommé notre groupe les Sorbonnats parce qu'on discutait tout le temps de notre pays et ça me donnait plus envie de rentrer, plus envie de contribuer. Donc, les diasporas sont importantes et aujourd'hui, essayer de mettre en place des mécanismes. Marc vient de parler, il est de la diaspora aussi, donc les diasporas sont fondamentales. Et aujourd'hui, avec les canaux numériques, la télé, mais aussi les associations d'Ivoiriens, d'Africains, vous avez des opportunités. On va parler de démocratie, mais aujourd'hui, de façon concrète, Madame Donwayi, je vais vous poser la question. Quel changement institutionnel, pour vous qui êtes élu et pour vous dont la voix porte au sein de l'hémicycle ivoirien, quel changement institutionnel pourrait rendre la politique plus inclusive pour la jeunesse? Souvent, c'est pas forcément légiférer qui apporte des solutions aussi, hein. Je Mmh. pense aussi que la société ivoirienne, société civile, doit aussi prendre sa place pour faire le contrepoids, en fait. Parce que quand on regarde, en fait, on n'a pas beaucoup d'associations qui aident, en fait, qui font contrepoids dans les localités. Moi, je vois dans ma commune, bon, on a le conseil municipal, on a des associations, mais qui ne pèsent pas pour dire, bon, même quand chaque année, l'élu, il a son compte administratif, ça veut dire sa Bible de gestion. Chaque année, elle est votée au conseil municipal. Mais chaque Ivoirien qui fait partie de la commune a le droit de demander des comptes à un maire. C'est là commence en fait la démocratie, je veux dire. Mais je pense que les gens n'ont pas cette information, ne vont pas dans les communes, ne savent pas aussi comment faire pour avoir cette information. Pour moi, en fait, il faut que tout le monde ait sa place pour qu'il y ait une démocratie. Il faut que tout le monde s'engage par plusieurs réseaux. Comme il a dit, il y a des associations, il y a le conseil municipal, il y a des députés, il y a des sénateurs, mais aussi la société civile doit peser dans les réformes parce que quand on fait par exemple une enquête pour savoir si la politique des jeunes, est-ce qu'elle est revue, est-ce qu'on s'arrête à un moment pour voir évaluer les politiques publiques pour qu'on puisse voir si par ce côté ça marche plus ou d'un autre, à un moment donné, en fait, chacun doit en fait prendre sa place et surtout s'intéresser à ce qui marche. C'est pas forcément légiférer trop. C'est comme si on met une corde, les lois, c'est des cordes, il y a un cadre. Et tout à l'heure, on a parlé de l'IA, mais on voit que il y a un jeune qui a parlé des data centers tout à l'heure aussi. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de data center. Nos données, on a eu un séminaire il n'y a pas longtemps pour savoir en fait qu'est-ce qu'on fait des données demain. L'IA, c'est important, mais est-ce que demain, ça va prendre une partie? Il faut aussi penser, nous, en tant que législateurs, est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Donc, les formations qu'on a aujourd'hui pour les jeunes, il faut les adapter. Moi, je ne pense pas que légiférer règle tous les problèmes. Je pense que Très bien. la société civile, tout chacun peut participer à la démocratie. Et on dit la démocratie, c'est quoi? La loi du plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, hein. Très bien. Alors, docteur Banga, est-ce que vous êtes du même avis avec Madame Donwayi? Sinon, vous pensez qu'il faut impérativement des changements institutionnels pour rendre la participation des jeunes beaucoup plus inclusive dans la démocratie? Non, je suis d'accord avec elle en part. Je suis d'accord avec elle, hein, même si on peut toujours essayer de voir de quelle manière rendre les choses plus accessibles. Mais déjà, elle a expliqué, elle, en tant qu'élue, les attentes et les canaux qu'elle peut mettre à disposition des jeunes. Après, c'est vrai qu'institutionnellement, on peut essayer de peut-être mettre une dose de insister aussi sur plus de collectivités locales. Mais je pense que même sans être institutionnalisé, dans la plupart des communes, il y a des comités de Mhm. quartier, il y a Mhm. des comités de village, il y a des conseils municipaux jeunes, il y a le CNJCI. Il y a déjà des instruments qui existent. Mhm. Peut-être qu'on peut essayer de voir comment les rendre plus efficaces. Mais déjà, ces instruments-là, il faut que les jeunesses les utilisent. Vous savez, il y a très peu de gens qui savent que le conseil municipal, par exemple, est ouvert. Il est Mhm. public. Mhm. Qui est allé une fois assister à un conseil municipal, quoique public? Voilà, donc il y a déjà des instruments
Après, on peut chercher à les rendre beaucoup plus efficaces par ça. Il faut aussi que les jeunes prennent leurs responsabilités aussi. Moi, je dis souvent aux jeunes, si moi j'étais jeune, qu'il y avait l'Institut Amadou Gon Coulibaly, il y avait la Friedrich Ebert, il y avait la Fondation de l'innovation pour la démocratie, hein, j'avais l'occasion de faire des webinaires avec quelqu'un qui est sénatrice et maire. Quand moi j'étais jeune, un maire plus député maire, où tu vas le voir? Où? Ouais. Vous ne croisez pas. Vous ne croisez pas. Aujourd'hui, avec la pression des réseaux sociaux, tout ça, les élus sont obligés d'entendre. Moi, quand j'étais jeune, pour voir le maire, une fois que tu as vu son chef cap, tu es limite, tu es content. Aujourd'hui, ils sont accessibles. Et puis, il faut que les jeunes se structurent. Je pense que plus vous structurez, mieux vous pesez. Je dis toujours aux gens que un homme politique, là, je dis à tout quand fait des conférences avec les jeunes, un homme politique, il cherche à être élu. Il cherche quelqu'un qui va être efficace. Si quand tu croises un homme politique, tu lui demandes 5 000 ou bien 10 000 ou bien un maillot, un ceci, un cela, qu'est-ce qui va faire la différence avec toi? Mais si tu as pu rassembler 50 jeunes, il reste que 50 jeunes dans une salle, et inviter un maire, un député, pour que les gens échangent avec lui, pour qu'il ait même le temps, sans vouloir le téger, mais pour expliquer ce que vous avez fait pour notre quartier. Quand il va repartir, là, il est intelligent. Il sait que dans ce quartier-là, il y a un jeune leader. Si dans ton quartier, il y a pas, il y a des ordures, que tu as rassemblé les jeunes de ton quartier, tu es allé devant la mairie avec un groupe de eux pour dire, nous, là, il y a des ordures chez nous, on veut que... Demain matin, là, le maire, il va te chercher. Il va t'écouter. Parce qu'il a envie d'être élu, et il sait que toi, là, tu as pu mobiliser 50 personnes. Hein? Qui, si s'amuse, demain, il peut mobiliser encore 100. Parce que tu as su montrer un leadership. Donc, et ça, aujourd'hui, on a des outils de formation. Il n'y a pas longtemps, la Konrad Adenauer a mis sur Internet des choses pour un incubateur. Moi-même, je m'apprête à lancer bientôt, dans 2 semaines, ma fondation, un incubateur pour former tous les jeunes qui sont déjà engagés en politique ou qui veulent s'engager en politique, avec au bout, et d'ailleurs, Laure est là, je pense qu'elle va faire partie de mes mentors, avec au bout l'idée d'avoir un mentor, de vous mettre dans l'équipe d'un élu, dans l'équipe de... Voilà. Les campagnes arrivent. Les campagnes arrivent. Je ne vois pas le jeune qui a parti taper à la porte d'un homme pour dire, bon, moi, j'ai envie de faire campagne avec vous. Je suis juriste. Je veux regarder tout ce que vous faites d'un point de vue droit dans votre équipe. Moi, c'est ce que je veux faire. Je ne cherche pas l'argent, je veux... Mais il va le faire. Mais si vous attendez le t-shirt, vous attendez les 5, vous attendez les 10 000, ça ne va pas vous intéresser. Nous, on marchait, on quittait Yopo, on marchait jusqu'au plateau pour aller faire des meetings. Très bien. Et on retournait à pied. Et on était content de le faire. Parce que ça nous portait à cœur. Donc aujourd'hui, il y a quand même quelques outils privés, publics que vous pouvez saisir. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, la pression fait que les maires, les élus sont accessibles. Et ils ont conscience de votre poids en tant que votant. Montrez votre leadership, essayez de peser, et puis ça va mieux se passer. Très bien. Merci beaucoup, docteur Banga. Et je profite de cette intervention pour réitérer les remerciements de Polaris Association à votre endroit, mais aussi à l'endroit de Madame Laure Bafland-Donvayi. Vous l'avez dit, hein, à votre époque, pour discuter avec quelqu'un qui est député ou maire, c'était la croix et la bannière. Et nous, on a la chance de l'avoir, l'opportunité de l'avoir. C'est dire aussi que c'est une preuve palpable de ce que les élus aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont accessibles. Malgré elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle donne de son temps, elle participe à distance avec une cinquantaine de jeunes. Là, Non, nous mais sommes. donc aujourd'hui, quoi qu'on en dise, en Côte d'Ivoire, on a des élus qui commencent à être smart, qui commencent à être minds, il faut pouvoir en profiter. D'ailleurs, je félicite Laure, je lui dis merci pour tout son... Absolument. Merci beaucoup. Merci, docteur Banga. Merci à vous, Madame Donwayi. Alors, je vais donner la parole maintenant dans le chat. La parole, Mohamed Drabo. Moi, je suis de la diaspora, je suis conseiller en gestion de patrimoine ici en France, donc je m'intéresse de temps en temps, je pense plus souvent même à la situation du pays et à la politique aussi, de sorte à avoir un peu d'une vision lointaine aussi, et puis de pouvoir un jour porter ma pierre à l'édifice s'il faut. Donc dans ce sens-là, j'ai bien écouté certaines interventions qui étaient très intéressantes, où on a parlé d'éducation. Pour moi, c'est même l'essence d'une politique, hein, pour moi. C'est que, pour moi, on doit refaire un peu une partie de l'éducation concernant la politique. Parce que aujourd'hui, si c'est pour faire la politique en disant oui, les jeunes doivent s'intéresser à la politique et avoir des débats parfois qui restent à désirer, où on parle d'ivoirité, où on parle de certaines choses. Pourtant,
il y a des débats en profondeur on pourra admettre et puis sorti comme le docteur il a dit tout à l'heure que les campagnes arrivent, il va falloir s'intéresser à des partis politiques de sorte à aussi à s'intégrer dans ces partis politiques-là. Moi, je mets un bémol dans ce sens-là aujourd'hui où c'est bien vrai que la jeunesse doit s'intéresser à cette partie politique et essayer de s'investir dans des débats politiques. Mais si on doit suivre en fait une partie des partis politiques aujourd'hui, parce qu'il y a des élections qui arrivent, on peut se retrouver dans des situations aujourd'hui où certaines personnes seront à des postes où, pour moi, où je pense, au-delà des critiques même de l'extérieur, parfois, il y a des personnes qui sont à certains postes, ou même nos élus, où on se pose des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché, ou pour nous, on se dit, pourquoi ils y sont, pourtant, on a quand même, pour nous, dans la place publique, des personnes encore plus qualifiées aujourd'hui qui pourront apporter plus leur savoir-faire sur certains points. Donc, pour moi, il faut mettre le bémol sur l'esprit critique en profondeur. Il faut arrêter quand même d'être manipulable. Parce qu'aujourd'hui, on se lève, on dit aujourd'hui un jeune qui peut mobiliser 50, 30 personnes pour aller vers une mairie de sorte à discuter. Mais au fond, parce que moi j'ai eu des cas concrets où une partie de la population est vraiment corrompue. C'est-à-dire, aujourd'hui, le jeune qui va se lever, il va soulever 50 personnes ou 30 personnes. Il suffit que ce jeune-là soit soudoyé et après on se retrouve dans une situation où cette mobilisation n'aura plus l'effet qu'elle devait avoir, c'est-à-dire une révolte, ou même pas une révolte parce que ce n'est pas le mot choisi, mais une sorte d'intéressement de nos élus locaux de sorte à s'intéresser à la population. On va se retrouver dans une situation où l'élu en question, je ne sais pas, je ne veux pas dire soudoyer, mais juste apporte de l'intérêt à cette personne-là et la population reculée qui n'a pas eu la chance de pouvoir discuter avec l'élu se retrouve dans une situation où ses revendications ne seront pas prises en compte parce que le devancier a été dans une situation un peu plus contraignante en termes de soudoiement. Donc, moi, j'ai vécu une situation très, très simple. C'est que je suis ici, j'ai demandé à ce que ma soeur puisse aller prendre un document au ministère des Transports juste pour certifier que mon permis n'était pas, dans ce sens-là, n'était pas suspendu pour avoir un permis français. Donc, elle arrive, elle demande le document en question qui est censé être gratuit. Et on lui sort la parole en disant en toute tranquillité que vu que je suis en France, il va falloir payer. Et sans trembler, quoi. C'est quand même fou. C'est qu'on se dit, oui, mais à quel moment tu oses dire, même tu te caches pas, tu dis parce que je suis en France, je dois payer pour une chose qui est censée être gratuite. Donc, je pense, au fond de nous, au fond de l'éducation, on doit transmettre une nouvelle, ou soit mettre quand même un appui sur certaines choses pour que la population ou notre jeunesse encore, qui a encore la chance d'avoir une éducation un peu plus parfaite que la nôtre, de sorte à lever la barrière d'être corrompu au fil du temps. Donc, c'était l'intervention que je voulais faire. Merci. Merci beaucoup. Merci Mohamed Drabo. Je pense que peut-être nos panélistes seront d'accord avec moi. Vous avez soulevé tout à l'heure un aspect, en tout cas, fondamental dans le combat que nous menons pour une participation massive de la jeunesse à la chose politique. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de corruption au sein de notre société. On remet souvent tout sur les politiques, mais il y a beaucoup à remettre en cause au sein de la société. Le rapport risque-pays de Bloomfield Investment a annoncé que la loi perdait du fait de la corruption chaque année 4% de son produit intérieur brut. C'est énorme, ça veut dire donc que nous devons tous travailler sur nous-mêmes à lutter contre la corruption. On va prendre une autre intervention, étant donné qu'il y en a beaucoup, et progresser. Il nous reste 20 minutes. Et cette fois, j'aimerais bien qu'on parle, étant donné qu'on veut inciter la jeunesse à s'impliquer dans la cause politique, j'aimerais bien qu'on parle de modèles, d'exemples de jeunes qui ont réussi quand même à influencer la politique localement ou nationalement. Docteur Banga, est-ce que vous en avez des modèles de ce type?
Docteur Banga, vous Oui, nous... oui, 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 bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai vu par exemple un gars comme Dougou. Je suis revenu à Benjerville, j'habite désormais. Moi, j'ai grandi à Benjerville, j'ai fait mon lycée ici. Dougou, Voilà, c'est c'est un exemple. Genville. Ouais, le député maire de Benjerville, Idrissa Doumbia, qu'on appelle Dougou. Il y a l'exemple d'Assali Timoko, qui est aussi quelque chose d'intéressant. Ce lien avec son public. Il y a le jeune maire de Dabakala qui m'a impressionné quand je l'ai vu, quand j'ai entendu son histoire, qui a gagné parce que d'abord, un jeune sur place, président du conseil des jeunes, il s'est battu, il est maire aujourd'hui. Je pense que de plus en plus, quelqu'un parlait de corruption tout à l'heure. Oui, c'est un phénomène, c'est un fait. Mais de plus en plus, vous savez, les populations, elles ne sont pas si, je pense que leur a fait campagne, elles ne sont pas si négatives que ça. C'est vrai que même si vous ne gagnez pas une élection, mais si vous vous impliquez, la société voit votre engagement pour elle, elle saura vous récompenser. Elle saura vous récompenser. Naturellement, moi, je crois en ça. Et puis, l'engagement politique, ça ne veut pas dire que des victoires politiques. Mhm. Moi, je ne suis pas de l'idée qui dit que forcément un homme politique doit gagner ou un parti politique. L'impact que fait dans votre société, c'est déjà suffisant. Si tu as perdu des élections, que parce que tu es présent au conseil municipal, tu arrives à apporter de nouvelles idées, tu arrives à vérifier que le budget que le maire prépare sera bien exécuté, mais tu as gagné. Tu as gagné ton engagement. L'engagement, c'est pas forcément gagner il y a des gens qui ont été de très bons opposants. Quand ils sont arrivés au pouvoir, on s'est dit, mais il aurait dû rester opposant. Ils auraient pu se marquer notre histoire comme ça. Donc, le leadership, l'engagement politique, c'est pas forcément être élu. Absolument. Tu peux perdre une élection et impacter à partir de ce moment-là ta société, ton environnement ou ta communauté. Mais il y a beaucoup d'exemples, j'en ai cité là quelques-uns. Madame Dowaï, dans votre parti, est-ce qu'il y a, comme vous, d'exemples de plus en plus de jeunes figures montantes dans la politique ivoirienne? Oui, il y a des jeunes hommes et jeunes femmes. Vous avez le maire de Daloa qui est jeune, vous avez le maire de Divo qui est jeune. Je pense que aussi, en fait, c'est lié, en fait, quel que soit Alpha, moi, je pense que d'ici 5 ans ou 10 ans, la politique va forcément se rajeunir. On n'a pas le choix, en fait. Et il y a dans notre parti ou même ailleurs, je trouve que bon, on rajeunit un peu les rangs, même si c'est pas difficile, c'est difficile la politique de qui va laisser sa place pour que le jeune prenne la sienne. C'est aussi des mentalités, hein. Mais je trouve que les maires, il y a beaucoup de jeunes maires aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on regarde, moi, c'est mon troisième mandat. Quand j'ai commencé en 2013 et maintenant, j'ai vu un rajeunissement des élus locaux. Et c'est encourageant, en fait. Et je pense même, en tant qu'élu maire, on a cette particularité, Très bien, on vient très bien. de partis différents, mais en fait, on a tous la même sensibilité et on veut tous développer nos communes, donc on arrive à se parler en ne mettant pas notre parti au-dessus, on arrive, au fait, à échanger, même entre élus et à se donner des conseils, des échanges de bonnes pratiques pour, pouvoir avancer, en fait. Et ça, c'est intéressant, en Très fait. bien, absolument. Voilà, donc, chers amis, ça nous prouve concrètement là bon, ben, que c'est possible, hein, que c'est possible d'être jeune, de s'engager en politique, d'être élu. Et comme Dr Bangal a dit, voilà, l'engagement en politique, c'est pas forcément d'être un élu, mais c'est aussi et surtout d'accompagner quelque chose de positif à notre société, à notre nation. Alors, je vais donner la parole à Paul Amani, qui depuis longtemps m'a interpellé, c'est vrai. Ce panel-là, il est très important et les intervenants l'ont dit au départ. En fait, ce type d'initiative-là, voilà, il faut les multiplier. Pourquoi? Parce que euh, c'est des sujets, voilà, qu'on n'a pas connus, peut-être, on va dire, très tôt. Et puis, notre nation, voilà, elle est un peu jeune aussi. Et c'est des questions. Des fois, je dis que on est très exigeant, des fois, envers nous-mêmes, voilà, nous, les Ivoiriens, et plus généralement, nous, les Africains. Mais c'est bien, ça montre que on évolue. Voilà, donc avant, on ne parlait pas voilà, de ce type de sujet-là. Avant, on n'avait pas nos ministères, par exemple, qui venaient à la télévision lorsqu'il y avait des sujets, en tout cas d'ordre public, en parler. Donc, tout ça, c'est très bien. Donc, moi, c'est des initiatives que j'encourage et il faut les intensifier.
Maintenant, sur les sujets voilà, dont on discute, on parle de démocratie. Effectivement, la démocratie a un lien avec l'engagement de la jeunesse. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui l'ont mis dans le chat. On a la justice, c'est-à-dire on parle de démocratie et la démocratie, c'est tous les acteurs en fait de la vie publique. Et à côté, on a un régulateur, c'est la justice. Et donc, c'est la justice qui va donner un message fort, être garant voilà, de la démocratie, de la liberté, de l'expression. Donc, l'engagement des jeunes va être conditionné par ça. Voilà. Donc, ça va être facilité par la justice. C'est-à-dire que si demain je sors, je vais manifester ou dans le cadre de l'exercice peut-être de la politique, à mon sens, du moment où c'est fait dans les règles, il ne faudrait pas que je sois inquiété. Et même si je suis inquiété, quand on va voir le juge, il faudrait que euh, le juge dise le droit sans qu'il n'y ait d'influence quelconque. Voilà, je n'indexe pas un parti en particulier, mais ça fait fuir les jeunes parce que vous l'avez tous dit, même les intervenants, de dire que lorsque je m'intéresse à la politique, en tant que jeune, même mes parents s'inquiètent. Ça veut dire que là, il y a un gros problème. Donc, s'il y a un travail à faire, je pense que là, on a deux intervenants voilà, qui ont une voix qui porte quand même et on voit votre engagement parce que voilà, on voit votre engagement. Donc, c'est, je pense, des messages, par exemple, comme ça que vous pouvez envoyer pour faciliter. C'est la peur. Donc, la peur, comment est-ce que on essaie de la faire disparaître? Je pense qu'on a bien entendu donc votre intervention et les différentes revendications et propositions que vous aviez à faire. Je vais maintenant donner la parole à nos intervenants, à nos panélistes, pour nous dire concrètement, à la fin de cette discussion, après avoir entendu tout ce que les jeunes avaient à dire, après avoir aussi entendu les récriminations qu'ils avaient, et puis vous aussi, après vous êtes prononcé assez largement sur toutes les problématiques qui ont été soulevées. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui comme action concrète pour favoriser une plus grande participation des jeunes dans la politique en Côte d'Ivoire? Ce sera voilà, la dernière question. Donc, Madame Moi, Donway. je dirais que l'éducation, c'est important pour les jeunes. Aussi, Très la bien. formation, en fait, c'est important. Le discours politique doit changer. Et aussi, notre formation liée, en fait, parce que j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, dans notre pays, la formation, elle est plutôt théorique que Ouais. formation professionnelle, tout ça, ça participe aussi à la politique. Et on ne parle pas aussi de l'autonomisation des jeunes, parce que ça fait aussi partie de la politique. Un jeune qui est économiquement pas viable ne peut pas en fait aussi en fait s'engager en politique. Donc, je pense que la formation, l'éducation, la sensibilisation, et pour de savoir pourquoi on s'engage en politique. On peut faire de la politique à travers, en fait, comme il a dit, des associations, pour sa commune et tout, mais pas forcément. Il faut qu'on arrête de penser que la politique est liée au parti. Ça fait partie, mais c'est pas, il n'y a pas que ça en fait. Il faut en fait encourager les jeunes. Et puis je pense que nous, les politiques, notre discours doit changer, s'adapter au fait à la jeunesse et on doit être ouvert parce que si on fait pas attention à la jeunesse, c'est la jeunesse qui va nous faire à la fin. Donc, Absolument. voilà. Je pense que tout est ouvert et puis on est une jeune nation. Donc, je pense que si on prend les stats il y a 10, 15 ans et aujourd'hui, il y a une amélioration, mais peut-être que comme la jeunesse est fougueuse et veut aller plus vite, peut-être que la machine a du mal à se mettre en place. Mais moi, j'ai bon espoir que on puisse trouver un terrain d'entente et que on puisse prendre en compte la jeunesse et élaborer vraiment des politiques de jeunesse qui leur correspondent, les correspondent, mais aussi il faut qu'ils soient à la table des discussions quand on fait en fait, des enquêtes et tout, il faut qu'ils prennent leur place aussi. Voilà. Merci infiniment, Madame Donway. On va entendre aussi Dr. Banga sur cette même question. Quelles sont les actions collectives qu'on pourrait mener tous ensemble, Dr. Banga, pour voilà, favoriser une meilleure participation, intégration des jeunes ivoiriens dans la politique nationale? Je pense qu'on est sur le bon chemin, hein. Ce genre de débats sont déjà assez intéressants. Puis je reprends pour mon compte tout ce que Laura a dit.
Je pense aujourd'hui qu'il y a des structures. Faut que les jeunes aussi regardent vers ces fondations, vers ces... J'ai vu quelques jeunes là dans le Camille l'incubateur. Aller sur la page de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. On aura ça. Il y a les initiatives de Polaris Asso qui sont assez intéressantes dans cette façon de faire. Je pense aussi que la deuxième chose, c'est du point de vue des États et de ces fondations, d'aller de plus en plus vers les jeunes, de créer de plus en plus ces espaces d'intéressement. Et puis là, on rentre dans une campagne. Donc, je pense que pour les jeunes qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent à l'engagement, je pense que tous les partis politiques, tous les candidats, que ce soit aux municipales, aux législatives ou à la présidentielle, auront besoin de gens pour leur campagne. C'est peut-être une façon d'entrer, de participer à un staff, à une équipe, pour voir comment ça se passe, pour voir comment on peut donner son avis. Et puis de saisir aussi les instruments qui existent, conseil de jeunes, fédération de jeunes, pour essayer de s'intéresser à tout ça. Donc, c'est cet ensemble-là. J'ai bien aimé l'argument sur la justice. Oui, ça revient à ce que l'État doit faire, à ce que la société doit faire pour que nos jeunes aient une bonne image de la politique. Parce que si la société a une bonne image de la politique, les jeunes vont s'intéresser à la politique. Mais si la société n'a pas une bonne image de la politique, malheureusement, on pourra pas bien faire. Donc, je suis d'accord avec l'argument de justice, mais aussi de justice sociale. Hein. Le fait que pour eux, la politique peut apporter une réponse à leurs questions. C'est ça qui est important aujourd'hui. Très bien. Docteur Arthur Banga, je vais vous maintenir en 30 secondes. Quel est votre mot de la fin au regard de toute cette discussion? Je pense que mon mot de la fin, c'est espoir, espoir pour notre jeunesse. Hein. Espoir parce que, comme je l'ai dit, il y a des outils. On a Boris qui dit qu'il peut être neutre pour l'instant. Je pense que Laure l'a dit, un engagement n'est pas forcément un engagement politique. Absolument. Ça peut être un engagement associatif, ça peut être un engagement sur une cause. Tu peux te dire, moi, Boris, je me bats aujourd'hui, par exemple, pour que le monde soit plus, mon quartier soit plus vert, soit plus propre. Ça, c'est un engagement. Je peux me battre aujourd'hui pour que justement les questions d'éducation soient plus accessibles. Donc, je cherche une ONG qui s'occupe de l'éducation. Je m'inscris dans l'ONG, je participe. Je peux dire que moi, aujourd'hui, tout bêtement, les problèmes de santé sont aussi des problèmes de sport. Donc, je cherche une association qui va promouvoir le sport. Voilà, c'est pas que l'engagement politique au sens parti politique. Ça peut être l'engagement aussi de cause. Ça peut être un engagement associatif. Ça peut être un engagement sociétal. Voilà, ça peut être mon engagement de dire, OK, moi, je vais rassembler tous les jeunes de mon quartier. Hein, les jeunes de mon quartier. On va s'organiser, par exemple, pour aller donner des cours à domicile, soutenir tous les enfants qui ont des difficultés. Voilà. Ou bien c'est le bac, nous au quartier, on s'assemble, on ouvre un cours pour que les jeunes qui ont des difficultés viennent. Voilà, donc tout ça, c'est tout ça qui fait l'ensemble de l'engagement citoyen. Merci, merci infiniment, docteur Arthur Banga. Je vais remettre la parole à présent à Madame Donwayi pour elle aussi son mot de la fin pour être équitable. Madame Donwayi, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire avec les jeunes de Côte d'Ivoire et de la diaspora ivoirienne. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que la jeunesse prenne sa place et que tout est ouvert. Les voyants sont peut-être au orange, mais bientôt passeront au vert. Et on a besoin de la jeunesse parce que voilà, c'est la première matière de notre pays, c'est la jeunesse. C'est une richesse, au fait. Quand on regarde dans les pays européens, c'est l'inverse. Il y a plus de vieux que de jeunes. Et nous, il faut qu'on transforme, en fait, cette jeunesse en force et non en un handicap. Donc, merci de m'avoir permis d'échanger. Et je voulais profiter pour dire que je suis vraiment ouverte si des jeunes veulent venir passer une journée à Mayo et voir aussi au plus près c'est quoi la journée type d'un élu, quelles sont en fait nos prérogatives, comment on fait pour impacter la société. Je serai là pour les prendre en stage et contribuer à ce qu'ils connaissent un peu plus mieux le sacerdoce d'être un élu. Très bien. Je serai le premier qui reviendrait à Mayo dès votre retour à Abidjan. Soyez-en sûrs. D'accord, merci. Merci infiniment. Donc, en tout cas, nous espérons que nous puissions, que nous pourrons, en tant que jeunes, mettre en pratique toutes les solutions et les conseils aussi que vous venez de nous donner à l'occasion de ce webinaire qui a pour thème, je le rappelle, politique et nous les jeunes. Je vous laisse tous passer une très, très bonne journée pour Madame Donwayi qui est en pleine journée au Québec. Et puis une bonne soirée pour ceux et celles qui sont en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège notre pays. Bonne soirée à tous.